Le Bornibus Café est un rendez-vous d'échange et de débat, où des habitants volontaires peuvent interpeller et poser leurs questions à des invités spécialistes sur des thèmes de société qui les concernent. Comme dans toutes les rédactions, lors de la préparation de l'émission, nos citoyens experts ont potassé leur sujet. Nous sommes quand même à l'aube d'une modification du Code du travail. Nous avons un syndicaliste et un député. Salariat, mode d'organisation du travail basé sur la rémunération de celui qui loue sa force de travail. Le salaire à vie inconditionnel sans que les gens Ça ne sert plus à rien de travailler. Et oui, voilà. S'il n'y a plus personne qui travaille, il n'y a plus de cotisation. Après, ça me scotche, moi. Dans leur quête de vérité, ils sont aidés par notre dispositif exclusif, le détecteur de langue de bois. Ce dernier s'allume dès qu'un invité essaye de les embobiner. Avec le Bornibus Café, les citoyens éclairés ont enfin la parole et posent leurs questions. Bonjour, aujourd'hui nous allons une fois de plus à la rencontre de la France qui râle. Elle râle non seulement sur les sujets qu'elle trouve sensibles, mais aussi celles qui font et qui touchent son honneur. Et sur le deuxième plateau de notre émission, nous nous intéresserons sur la question du travail, de la précarité dans le travail. Mais d'abord, à la faveur de ce rendez-vous d'échange et de partage, nous avons comme invité M. Denis Djaka, député de la Moselle, et M. Didier Juncker, secrétaire général de la CFDT. Rappelons que la CFDT, c'est la Confédération française démocratique du travail. Monsieur Denis Djaka, monsieur Didier Juncker, alors d'entrée de jeu, à vous deux, je pose la même question. Partagez-vous la thèse selon laquelle le travail assure l'indépendance? Monsieur Denis. La réponse est oui. Elle est oui parce que si on a un travail, on peut avoir l'indépendance, mais il y a un facteur extrêmement important, c'est d'avoir un revenu décent. Parce que sans revenu décent, on n'a pas d'indépendance. Et M. Didier Juncker dit la même chose? Je partage effectivement ce que vient de dire M. Jacquat. La réserve, c'est cette indépendance, parce qu'aujourd'hui, on parle de beaucoup de travailleurs pauvres, et on a des contraintes autour du travail qui font qu'il y a des travailleurs qui ne peuvent pas vivre de leur salaire de manière décente. Et ça, c'est un réel problème, et c'est d'ailleurs le thème du Bornibus Café d'aujourd'hui, travail et précarité. Alors, le Bornibus Café se réalise en deux plateaux. Je vais devoir vous inviter au deuxième plateau où vous allez rencontrer d'ailleurs nos citoyens qui vont râler, mais râler utile. Nous sommes en France, 6e puissance économique mondiale. Ah, la France, ses fromages, ses 6 millions de chômeurs, et ses mouvements sociaux dénonçant une précarité grandissante. Mais comment évaluer la précarité? Que nous disent les chiffres? Quelques repères autour d'un café. Ni optimiste, ni pessimiste, ce qu'on appelle le salaire médian est fixé à 1 712 €. Il signifie que la moitié des salariés gagnent plus de 1 712 € et que l'autre moitié gagne moins. La pauvreté également peut être évaluée. Si on se réfère à Eurostat, en France, un individu est considéré comme pauvre quand ses revenus mensuels sont inférieurs à 993 €. Dans ce contexte, le revenu de solidarité active, ou RSA, a l'allure d'un expresso vraiment serré. Juste assez pour ne pas boire la tasse en fait. Quand le SMIC, le salaire minimum, ne semble pas suffisant pour voir la tasse à moitié pleine, et que la prime d'activité ressemble plus à la mousse de l'expresso qu'à un vrai café rallongé. Alors, faut-il voir la tasse à moitié vide ou à moitié pleine? Est-ce qu'un grand café suffit? Un petit déjeuner complet? C'est ce que nous allons voir avec les invités du Bornibus Café. Alors, le principe de l'émission se réalise en deux temps.
En amont, un rendez-vous a eu lieu où les citoyens ont râlé utile. Et nous avons retenu le thème que nous allons devoir décortiquer dans quelques minutes, le travail, la précarité dans le travail. Et pour cela, je vais donc passer la parole à M. Sémil Yurak qui va devoir poser la première question à nos deux invités. Bonjour. Bonjour M. Jacquat et puis M. Juncker. Alors, vous êtes en tant qu'élu, vous en tant que syndicaliste, aujourd'hui, comment pourriez-vous définir la place du travail dans notre société? Bien. Si une personne n'a pas de travail et si elle est en capacité physique et psychique de travailler, pour elle, il est évident que la vie sera difficile parce que le travail, ça entraîne un salaire. Ce salaire, et c'est extrêmement important, doit être décent pour que cette personne puisse vivre comme elle en a envie, c'est-à-dire d'avoir des choix dans sa vie, de logement, de façon de vivre, etc. Et Monsieur Didier Juncker, vous... Le travail aujourd'hui, oui, effectivement, c'est un élément central dans la société. C'est ce qui fonde en grande partie le statut social d'une personne. Alors, pour la CFDT, c'est un facteur d'émancipation. C'est ce qui permet de s'intégrer dans la société, c'est ce qui permet des apprentissages, c'est ce qui permet une autonomie financière sous réserve, M. Jacquat l'a dit, d'un travail avec un salaire décent. Et c'est là où vient la précarité, il y a plusieurs facteurs. Ceci dit, il n'y a pas que le travail qui permet de s'émanciper. Par contre, il n'y a que le travail qui permet d'avoir cette autonomie financière qui permet d'aller plus loin dans l'émancipation. Alors, il y a aussi aujourd'hui un problème, c'est que c'est devenu un élément clivant dans la société, entre ceux qui ont un travail et ceux qui n'en ont pas. Voilà. Et on le voit et on l'entend tous les jours, et on le voit sur les réseaux sociaux ou dans des expressions politiques ou dans des expressions citoyennes. Il y a celui qui travaille, et puis quelque part, l'autre, c'est devenu un assisté, un feignant, des choses comme ça. Et ça, c'est horrible à entendre, quoi. Aujourd'hui, il n'y a pas suffisamment d'emplois pour tout le monde, donc voilà, il y a un vrai partage du travail à poursuivre, et il faut pas que ça soit... ça reste un élément clivant. Ouais. Okay. Alors aujourd'hui, avant que Mme Annie Moissette ne prenne la parole, aujourd'hui nous remarquons que les Français s'intéressent de plus en plus à cette question de travail, de précarité. Et M. Sémil Yurak a bien voulu que vous puissiez peindre la nature de votre défense, c'est-à-dire la thèse, chacun doit avoir une rémunération, mais qui peut lui permettre de vivre et de boucler les 2 mois. De vivre, j'ai bien insisté sur un mot, décemment. Décemment, vraiment décemment. Parce qu'il y a toujours le problème de vivre et survivre. On peut survivre avec, en passant par l'emploi aidé, en passant par différentes aides qui sont aussi bien l'APL que la CMU, par des associations, je ne vais pas en citer, mais enfin on les connaît tous, qui viennent donc prêter main forte donc aux personnes dans le sens où il y a des aides alimentaires ou différents types d'aides pouvant exister, mais survivre n'est pas le propre de la personne. La personne, elle veut vivre, et j'insiste bien sur le mot décemment. Donc le rôle de l'élu comme moi, en tant que député d'une part, je suis, comme vous l'avez dit aussi, conseiller départemental sur un certain secteur de Metz, mais le rôle du député, c'est d'être sur le terrain, d'écouter donc les personnes. Je suis médecin de formation, donc prendre le thermomètre social dans ces cas-là, pour voir quels sont les problèmes des gens, et au niveau national, à travers les lois qui sont proposées, et quel que soit le gouvernement, eh bien de dire oui, ça c'est bien, ça c'est pas bien, il faut améliorer. Il faut améliorer. Et est-ce qu'il y a eu des retours positifs face au combat que vous avez mené? Oui, dans un certain moment. Par exemple, je citerai l'exemple des emplois aidés, pour ceux qui ont connu soit les TUC il y a très longtemps, ou les CES par exemple dans un deuxième temps. À l'époque, il nous était dit c'est 6 mois maximum pour un CES. Or, ça s'adressait à des gens, quel que soit l'âge, qui étaient éloignés de l'emploi. Or, en 6 mois, vous ne réussissez pas à réinsérer une personne, que ce soit du point de vue social ou professionnel. Et on a réussi, moi avec d'autres, enfin ceux qui avaient une sensibilité sociale, eh bien, à ce que ce type d'emploi
soit converti de 6 mois, c'est passé à 3 ans. Et même si vous suivez bien les politiques de l'emploi, dans un deuxième temps, il y a eu ce qu'on appelle les CEC qui ont pu prolonger les CES. Ces types d'emplois qui peut-être ne produisent pas encore des fruits tant attendus par les Français. Mais avant qu'on ne rentre dans la profondeur de ce détail, Madame Annie Moissette, vous avez également une question à poser à nos deux invités. Moi, je voudrais reprendre la question de M. Sémile. En fait, vous qui avez participé à la création du RMI, qui est devenu le RSA, qui aujourd'hui se transforme en prime. Comment vous voyez cette évolution-là ? Comment humainement, je parle bien humainement, on puisse aller au fond de cette évolution ? Allez-y. C'est bon, d'accord. Allez-y. Je ne vais pas monopoliser la parole. Oui, vous avez raison d'insister sur l'historique. À l'époque où le RMI a été mis en place, enfin à peu près, j'avais l'expérience d'être l'adjoint au maire chargé des affaires sociales dans cette ville. Et nous avions des commissions de secours. Et dans ces commissions de secours, les gens donc, avaient vu des assistantes sociales qui déterminaient une aide pour ces personnes parce qu'elles avaient des problèmes de travail, d'argent. Et des aides, à l'époque on était en francs, c'était 50 francs, 100 francs, avec parfois des refus. Et moi, je disais, c'est pas possible. Donc, il avait été créé, à Metz comme à Amnéville d'ailleurs, dans des communes qui avaient un potentiel fiscal, qui avaient des finances, un minimum de secours pour les gens. Un minimum de secours pour les gens, qui était, je me souviens très bien, à peu près 1400 francs par mois à l'époque. 1400 francs, c'était mieux que zéro. C'était mieux que l'aumône aussi, d'une façon générale. Mais quand... à l'époque, tous les présidents de la République, lors de la campagne présidentielle, ont annoncé un RMI ou un futur RMI s'ils étaient élus. Moi-même, et vous l'avez dit, en tant que porte-parole pour l'UDF, j'ai soutenu la création donc, du RMI au niveau national parce que je trouvais que c'était un progrès dans le sens où les gens allaient avoir un revenu petit, mais c'était mieux que rien. Et surtout, je me suis battu dans le bon sens du terme, avec certains de mes collègues qui voulaient que RM et pas RMI. Le gouvernement proposait RMI, à droite comme à gauche, il y avait des gens qui voulaient supprimer le I, mais je disais non, le I est très important parce qu'il y a l'insertion sociale, il y a l'insertion professionnelle. Parce qu'on sait qu'il y a des personnes qui, à l'époque, concernant le RMI, qui à aucun moment ne pouvaient travailler. Vous aviez, on le voit dans nos quartiers, des femmes qui sont seules avec plusieurs enfants, elles ne peuvent pas travailler. C'est une question de revenus existants. Pour d'autres, le I était extrêmement donc important. Insertion professionnelle, ces gens, pour des raisons diverses, n'avaient pas de diplôme, n'avaient pas de qualification. Donc ce qu'il fallait leur donner, c'était, je dirais, une première ligne sur un CV, sur un curriculum vitae. Et le deuxièmement, à partir de ce moment-là, ils entraient dans, je dirais, l'escalier social ou l'ascenseur social. Ce qu'ils n'avaient pas pu bénéficier par les études, il fallait qu'ils le rattrapent dans un deuxième temps. D'ailleurs, vous en avez entendu parler, les écoles de la deuxième chance qui avaient été données, créées donc au niveau national. Je dirais, il n'y a pas une solution miracle, il faut qu'il y ait un panel de propositions qui soient adaptées aux personnes qui sont en face de nous, parce que les situations sont quand même différentes les unes des autres. Est-ce qu'en tant que syndicaliste, le I de RMI, vous avez le sentiment qu'il a été atteint, et pourquoi on est passé vers le RSA? Les évolutions d'ailleurs, le I de RMI, c'est parce qu'il y a eu le sentiment qu'il n'a pas été atteint, mais c'est aussi au regard des moyens qui sont mis derrière, et qui n'étaient pas suffisants à un moment donné. Et puis ça tient compte effectivement je parlais d'un clivage aujourd'hui entre travailleurs et non-travailleurs, mais qui a évolué, enfin il n'est pas venu du jour au lendemain. Les appellations ont aussi suivi finalement ce clivage, et les discours politiques tiennent compte de l'opinion, et voire essayent d'influencer l'opinion. Donc on est revenu sur un revenu de solidarité active, avec même le paradoxe, on a un revenu de solidarité active-activité, si on décompose tous les mots, ce qui fait un peu bizarre. Aujourd'hui, on est sur une prime, donc qui n'est pas un revenu. Enfin, il y a toujours le RSA socle, mais après, on est passé sur une prime qui n'est pas perçue de la même manière. Et donc, on voit bien que ça, c'est des éléments de langage importants. Après, je dirais qu'en tant que syndicaliste, alors je peux comprendre des gens qui soient sensibles aux termes utilisés. Mais après, ce qu'il faut regarder, c'est ce qu'il y a derrière. C'est-à-dire que ça, c'est l'écume, c'est la forme, mais c'est le fond. C'est-à-dire quels moyens sont mis en œuvre derrière pour permettre que ça fonctionne.
et enfin voilà, comment les gens peuvent s'inscrire dedans. Et ça, c'est important aussi. Donc vous soutenez la thèse selon laquelle rien n'a changé en fait. Non. Depuis 30 ans déjà, on est parti du RMI et on est passé à la prime d'activité il y a quelques mois. Est-ce que ça change et qu'est-ce que ça apporte de nouveau aux citoyens français? Est-ce que les citoyens français se retrouvent peut-être dans les mots, mais dans les actes, dans le vivre? On est parti de rien au départ. On est parti de rien. Justement. Pour arriver au RMI, Oui. et pour arriver, c'est l'évolution, comme cela vient d'être dit à l'instant, pour aboutir au RSA d'abord, qui a, on ne va pas rentrer dans la technique, hein, le RSA socle et le RSA donc activité, où ça a montré que ça ne marchait pas parfaitement, pour revenir à un RSA maintenant depuis hier, qui va être renationalisé, si je peux l'appeler, recentralisé hein, à ce propos. Donc on est parti de rien à quelque chose. Si le RMI ou le RSA n'avaient pas existé, rien qu'en tant que revenu, pour les familles, cela aurait été encore plus difficile que la situation qu'ils connaissent donc actuellement. Le plus important, c'est qu'il y ait des structures à côté, associées, pour aider ces personnes qui sont en situation de précarité à sortir de l'ornière. Et nous sommes dans le cas de Metz-Borny, hein, c'est indiqué, donc le Bornibus. Il y a très longtemps sur le quartier, à peu près même un peu avant que le RMI soit créé, mais surtout après la mise en place du RMI, les centres sociaux de Metz-Borny avaient créé une permanence emploi qui était axée uniquement sur les difficultés sociales des gens. Parce que vous aviez à l'époque des gens qui sortaient de l'école, mais il y en avait avec, je dirais, qui n'avaient fait pas beaucoup d'études, il y en a qui avaient fait des études supérieures, qui ne trouvaient pas de travail, puis vous aviez la plus grande partie quand même, c'était des gens qui n'avaient pas fait beaucoup d'études, qui étaient dans une famille qui n'avait pas beaucoup de moyens, rien du tout, et eux, on savait que si on ne les prenait pas par la main, ils n'arriveraient jamais à sortir de l'ornière dans laquelle ils étaient. Et vous avez eu donc en complément des structures officielles pour tout le monde, des structures pour les gens qui étaient les plus en difficulté que d'autres. Alors c'est toujours une question de moyens, mais ça existait et ça marchait très bien. Et je pense même, parce que la semaine prochaine, mardi, donc je vais retourner à Paris. On va commencer donc à discuter un peu des déclarations du gouvernement concernant donc ce nouveau donc RSA. Et à titre personnel, qu'il y ait un RSA centralisé, ça ne me gêne pas. Mais il faut surtout à côté des structures qui s'éloignent des gens qui sont éloignés de l'emploi. J'insiste bien, dans les personnes qui sont éloignées de l'emploi dans tous nos quartiers, vous avez des gens qui ont fait des études pour lesquelles les parents, même des fois, se sont battus, se sont saignés à blanc, comme on dit ici, pour que les enfants puissent faire des études, et puis ils ont fait des études, ils n'ont pas de boulot au bout. Mais eux arriveront un peu plus que d'autres en les guidant vers l'emploi. Mais il y en a d'autres, hein, j'insiste bien, l'emploi, c'est extrêmement difficile pour ces personnes. D'ailleurs, c'est pour cela qu'avaient été aussi créées des structures pour ces personnes dans nos quartiers. Alors, le Bornibus Café, c'est aussi le public. Il y aurait peut-être dans le public des gens qui aimeraient bien poser des questions à nos invités. N'hésitez pas à le faire. Alors, Monsieur Sémile, une autre question. Au niveau des chiffres également, les gens aujourd'hui, RSA, ils touchent une certaine somme. Mais dès qu'on regarde le montant, la seuil de pauvreté et les gens, ils sont le SMIC, il est juste un peu supérieur de le barre de pauvreté. Et c'est quand on parle de travailleurs pauvres, les gens qui travaillent, mais ils touchent très peu. C'est-à-dire aujourd'hui, une personne qui travaille SMIC, je pense que SMIC, il devrait être à l'entour de 1 000 euros. Alors, 1 000 euros, alors est-ce qu'on peut vivre avec ça? Est-ce que par rapport les contrats aidés qui viennent complémentaires, est-ce qu'on ne peut pas parler un mot ou l'autre que sans regarder le détail, une revenu un petit peu universel? Est-ce qu'on peut vivre avec... Il n'y a pas vraiment une grande différence entre le SMIC et le seuil de pauvreté. Mais c'est pour cela que vous avez dans les deux systèmes que vous venez d'indiquer, que ce soit d'une part de personnes bénéficiant du RSA, grosso modo c'est
la moitié sur le socle du SMIC, ou de personnes vivant au SMIC, que l'essentiel des mesures des différents gouvernements ont porté ces derniers temps. Vous constatez plus des revalorisations, soit sur les aides sociales, sur le SMIC, que sur les classes moyennes d'une façon générale. D'ailleurs, c'est ce qui provoque, ce que l'a dit tout à l'heure mon voisin de la CFDT, c'est qu'il faut éviter les clivages, mais les clivages arrivent à ce niveau où des personnes essaient d'opposer les gens qui travaillent par rapport à ceux qui n'ont pas de travail. Et je dirais que par rapport à un certain moment où les chômeurs ou ceux qui bénéficiaient d'aides sociales étaient stigmatisés, il y a moins qu'auparavant, bien que certains partis politiques utilisent, non mais je dis bien, mais revenons. Oui, non mais je reviens, non mais la nuance est importante. Hein. Certains partis politiques donc essaient d'utiliser, je dirais, pour vendre leurs marchandises ce biais. Mais le fond de sa question, c'est peut-on vivre avec le SMIC tel qu'il est actuellement? La réponse est non. D'accord ? On ne peut pas vivre. Donc, par conséquent, vivre avec le RSA et les avantages, comme pour le SMIC, où on peut bénéficier d'APL. Bon, il y a des différents niveaux, où il y a la CMU, je vous en ai parlé tout à l'heure, et différents types d'aides. La réponse est non, on ne peut pas vivre, ce n'est pas suffisant. Regardez le prix de vos loyers, regardez le prix des charges afférents à votre loyer, regardez les différentes taxes ou impôts donc existants, parce qu'il peut y avoir des impôts locaux que vous payez dans ce cas-là, c'est quasiment impossible. On est là dans le monde de la survie. Les gens vivent, mais on est dans le monde de la survie. On est dans le monde de la survie. Alors, une question dans le public. Je vais essayer de le faire court. On a 18% de pauvres en France. On a une problématique, même les gens qui travaillent ont des difficultés pour vivre. On nous explique qu'il faut mettre des aides sociales en place. Est-ce qu'il n'est pas important de réfléchir à un revenu minimal pour tous, d'une part, et de deuxièmement, trouver une solution sur comment gagner du pouvoir d'achat et ne pas simplement donner des aides et donner de l'argent de l'État et réinventer un système où on va gagner de l'argent sur ce qu'on va consommer, comme l'énergie et le logement, et gagner à ce niveau-là. Je suis d'accord, aujourd'hui, le SMIC, ça ne permet pas de vivre. C'est d'ailleurs pour ça qu'il faut un système d'aide aussi. Que le pouvoir d'achat, c'est pas que le salaire. Le pouvoir d'achat, c'est aussi, par exemple, l'assurance santé. Je veux dire, d'ailleurs, il y a une évolution qui est en cours avec ça s'appelle PUMA, prestation universelle maladie ou quelque chose comme ça. Enfin voilà, j'ai plus ce que veut dire exactement l'acronyme. Mais c'est pour ça qu'on s'est battu aussi, par exemple, pour une généralisation de la CFDT, je parle, pour une généralisation de la complémentaire santé. Bon, alors je ne vais pas rentrer dans le débat sur les difficultés avec le régime local et l'articulation, mais globalement, ça a permis de sortir d'apporter un plus en pouvoir d'achat à des centaines de milliers de travailleurs qui n'avaient pas accès à cette complémentaire santé. Aujourd'hui, il y a des tas de gens qui renoncent à des soins, et ça, c'est dramatique, parce qu'ils n'ont pas les moyens. On a beau avoir un système d'assurance maladie qui est quand même assez performant, peut-être le meilleur système au monde, enfin je ne sais pas, je ne veux pas m'avancer, mais malgré tout, ce système laisse des gens sur le bord de la route. Et ça pose un vrai problème. Donc il y a le revenu d'une part, mais il n'y a pas que le revenu. Le revenu universel qui est évoqué là, d'abord, il faut voir tout ce qu'on met derrière. Parce que le revenu universel, il y a des gens de l'extrême gauche qui le défendent comme des gens très à droite. Donc, à mon avis, j'ai pas fait Sciences Po, et je pense qu'il n'y a pas besoin d'avoir fait Sciences Po pour se dire que certainement que les finalités ne sont pas les mêmes sur ce revenu universel. Voilà. Alors après, c'est un revenu universel, ça peut paraître comme ça, en première approche, en mettant des bonnes choses derrière, égalitaire. Maintenant, est-ce que c'est équitable? C'est la différence entre égalité et équité. Parce que si on donne à tous un revenu sans tenir compte des ressources, des choses comme ça, c'est-à-dire qu'on met juste une pile en plus, je veux dire, allez, je donne 1 000 € à tout le monde, mais il y en a quand même qui ne travaillent pas, et il y en a qui travaillent, donc ils vont avoir leur salaire en plus. Donc je dirais même qu'on accroît les inégalités parce que les aides ont un effet de lissage quand même. Alors, par contre, c'est compliqué, je trouve, les aides aujourd'hui, pour s'y retrouver dans la jungle des aides et savoir à quoi on a le droit, à quoi on n'a pas le droit, suivant qu'on passe le seuil. Enfin, moi, j'avais vécu ça, mais c'est pour l'anecdote, avec l'allocation pour les jeunes enfants, quoi. Où à un moment donné, ma femme avait retravaillé, mais pas suffisamment longtemps pour considérer 2 salaires. Par contre, et du coup, on a perdu cette allocation qui était d'100 € par mois pendant 1 an.
100 euros, voilà, pour des personnes, ça peut être dur à supporter, alors que ça tient à 400 ou 500 euros à demander. Et ça, les gens sont confrontés tous les jours à ces effets de seuil à un moment donné qui font que, pof, ils basculent. Et là, on retrouve la précarité, c'est-à-dire qu'on travaille, et du fait, du coup, qu'on reprend le travail, on se retrouve avec moins de choses. Et, enfin, voilà, donc il y a des choses à régler quand même aussi à ce niveau-là. Alors, c'est très compliqué, hein, puis après tout, je laisse ça aux politiques. Monsieur Denis Diaka, en qualité de député de la Moselle et face justement à cette réalité, que dites-vous? Bien, alors tout d'abord, on a répondu à la question qui était posée RSA-SMIG. Deuxièmement, donc, je partage tout à fait la question, c'est une autre piste totalement par rapport au système existant. Et en France, ça c'est une chose que j'ai remarqué en tant qu'élu donc national, changer totalement un système, c'est extrêmement difficile, extrêmement difficile. Mais c'est pas impossible. Jamais. D'accord, impossible n'est pas un mot français. Ah, d'accord. Pourtant, on peut l'utiliser. Non, mais c'est connu, hein, je dirais dans notre légendaire. Attention, parce que... Ah non, là, je ne suis pas d'accord avec la machine. Là, je ne suis pas d'accord. Donc, je vais dire ce que je n'ai pas dit. Quand j'étais gamin à Metz, on me disait « impossible n'est pas français ». D'accord, donc la machine, je ne suis pas d'accord avec elle. Mais ce n'est pas grave. On le disait, mais dans le cadre qui est le nôtre. Mais je veux dire « impossible n'est pas français ». Non, on peut toujours changer une société. Ce qu'il faut bien se dire une chose, une société, on ne peut pas la changer à la seconde. Il peut y avoir une très très longue révolution. A contrario, pour y arriver, c'est pas facile, ce n'est pas évident. Et dans le système tel qu'il est au niveau national, entre d'une part donc une volonté que toute personne puisse bénéficier d'un CDI avec un emploi décent, CDI qui peut être à temps plein ou temps partiel, parce que tout le monde ne demande pas nécessairement donc un temps plein, et d'autre part de ceux qui n'ont pas d'activité et qui cherchent donc à travailler, mais qu'il faut bien des revenus, donc on leur procure donc des revenus, le système n'est pas trop mal. Par contre, ce qu'il faut, et c'est extrêmement important, c'est que la passerelle entre ceux qui n'ont pas de travail par rapport à ceux qui travaillent, eh bien, il ne faut pas que cette passerelle, là, ce soit impossible d'accéder de l'un à l'autre. C'est là que se situe la situation. Alors, monsieur Denis Diaka, ça fait quand même 30 ans, nous sommes partis du RMI. Aujourd'hui, on parle de la prime d'activité. Est-ce que, malgré les tentatives de solutions, ce qu'on a pu apporter, vous ne pensez pas qu'on n'a pas assez fait pour que les citoyens français se retrouvent? Le RSA, quand il a été mis en place, c'était Martin Hirsch, qui est quand même pas n'importe qui, donc au niveau national, qui s'occupait donc de la fondation de l'Abbé Pierre, mais surtout qui était une personne très introduite au niveau national et international, au niveau de la solidarité et du social, qui a pensé le RSA, et le RSA a été au niveau national quasiment adopté à l'unanimité. Mais dès le départ, on sentait bien que ce serait difficile, dans le sens où il y avait beaucoup de personnes qui bénéficiaient du RSA. Alors, entre socle et solidarité et prime d'activité, ce n'était pas facile à comprendre. Et avec la crise économique en plus, ça s'est avéré extrêmement délicat, encore ou plus difficile, si vous préférez, à mettre en place. Donc le succès qui était espéré au départ par le RSA, on ne l'a pas eu au bout. Madame Annie Moissette. Je voudrais bien réagir. En fait, il y a quand même une pente douce vers l'idée d'avoir une contrepartie à ces aides. La prime d'activité, derrière prime, moi je dis aussi récompense, etc. Derrière solidarité active, quelle demande on va faire aux personnes pour aller faire des heures de bénévolat, pour aller... Qu'est-ce que vous pensez de cette... Moi je dirais un peu dérive, mais
Qu'est-ce que vous en pensez par rapport au discours que vous teniez tout à l'heure sur le droit de chacun d'avoir un travail, sur le droit d'avoir un niveau décent de moyens financiers? Sur quelle pente on part là? Quel danger là, on court par rapport à l'image qu'on impose aux personnes? Oui, alors j'aimerais votre avis, parce que c'est très important, il y a humainement parlant. Il y a un point important qui est un problème technique, et en ce moment qui est balayé dans le sens où on a constaté que ça ne marchait pas très bien, c'est le problème prime d'activité dans le cadre du RSA. Ça s'adresse principalement à des personnes qui travaillent, mais qui travaillent un tout petit peu, donc qui bénéficient d'une somme d'argent, financière, en complément du RSA, qui ne touche pas nécessairement donc au maximum. C'est pour arriver, parler de seuil de pauvreté tout à l'heure. Extrêmement complexe à mettre en place, avec des gens, comme on le disait tout à l'heure, qui travaillent des fois quelques jours par mois, et même moi, en tant qu'élu, qu'est-ce que je voyais? Ce sont des personnes qui venaient en disant « j'ai accepté de travailler un tout petit peu parce que je veux retrouver du travail, et on m'a suspendu mon RSA pendant 1 mois, pendant 2 mois, parce que j'ai eu pendant 3 jours, donc j'ai travaillé, ou j'ai fait un extra, enfin bref, un travail donc déclaré dans ce cas-là, et les personnes venant nous dire « je le regrette parce que je rencontre vos difficultés ». C'est logique. Et à partir du moment où il y avait remise en cause de l'RSA temporairement, il y avait toutes les autres aides sociales dont je vous parlais à l'instant qui entraînaient ceci. Et pour les personnes, c'était en plus, ils ne pouvaient pas payer leur loyer, ni rien du tout. C'était catastrophique. C'est pour ça qu'il y a le recentrage tel qu'il est voulu. Maintenant, la demande qui est faite aux individus... La prime d'activité disparaissant, enfin, ou inclus mieux dans le RSA, c'est d'avoir, je dirais, d'arriver à une solution. La personne, pour des raisons diverses, ne peut pas travailler. Elle perçoit donc une aide. Il faut que ce soit simple à comprendre, il faut que ce soit souple, et surtout que cela ne décourage pas à rechercher même un emploi à temps partiel, parce que souvenons-nous que nous sommes quand même dans un pays où on a notre premier CDI, pas avant, en moyenne, avant 27 ans, et son premier CDD, pas avant 23 ans. Il faut bien se le mettre dans la tête. Donc on passe très souvent par la case CDD avant d'arriver à la case CDI. Et maintenant, on est même plus dans des cases RSA, CDD, CDI. Alors ce qu'il faut, c'est de la souplesse, c'est de la lisibilité, de la visibilité, et que ce ne soit pas complexe pour les personnes. Mais aussi la demande qui est faite de rendre quelque chose à la société, c'est-à-dire d'avoir une contrepartie. Comment vous la trouvez? Parce que dans la mesure où les emplois qu'on va trouver pour ces heures dites de bénévolat, qui seront plus de bénévolat, qui seront du travail d'ailleurs, et en plus, ça met les gens dans quelle situation, humainement parlant, quoi. C'est important, et c'est une dérive qui est complètement utopique en plus. Vous le disiez bien, il y a des gens qui ne peuvent pas faire des heures de travail, donc qui va on met la notion de méritant derrière. C'est quoi être méritant pour avoir le droit à? Enfin, moi, ça m'interpelle humainement. Oui, alors, déjà aujourd'hui, sans que ça soit écrit dans le mot, la contrepartie, elle existe parce que RMI, il y avait un contrat d'insertion derrière. RSA, il y a l'obligation de rechercher un emploi, mais enfin, les gens cherchent un emploi, enfin, je veux dire, ils veulent travailler, ils ne veulent pas bénéficier d'aide, ils ont envie de cette émancipation, de cette autonomie. Je fais une petite digression, quand on parle des migrants, et enfin, il y a un parti politique là, qui stigmatise en ce moment beaucoup les migrants. Les migrants, s'ils veulent aller en Angleterre, c'est bien parce qu'ils ne sont pas là pour chercher des aides sociales, parce que dans ce cas-là, ils restent en France, c'est un peu mieux que l'Angleterre. Non, les gens veulent un travail. Voilà. Donc, et le problème aujourd'hui, c'est les moyens qui sont mis derrière, et deux, j'entendais juste en venant ce matin en voiture, 2015, 75 000 emplois créés, sauf que pour que le chômage baisse, il faudrait arriver à 130 000. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, il y a un vrai problème, et que le problème n'est pas des gens qui tout d'un coup ne chercheraient plus un boulot ou veulent être assistés, mais bien parce qu'il n'y a pas d'emploi. Après, au-delà de ça, du bénévolat imposé, enfin voilà, ça s'appelle un oxymore, hein, quand on met deux mots qui sont en opposition. Un bénévolat, on ne peut pas l'imposer. Quand on est bénévole, on est bénévole. Je veux dire, que les gens recherchent un emploi, c'est là-dessus qu'ils doivent focaliser leur attention, les gens, bien sûr, et pas sur autre chose. À titre individuel, quand on fait un don,
Je veux dire, on n'attend pas, enfin, dans une association, on n'attend pas à ce que quelqu'un nous amène quelque chose, ou un panier garni, un cadeau. Enfin voilà, on le fait d'abord parce que ça nous fait du bien de le faire, quand on peut le faire. Et puis c'est aussi, enfin, on le sent comme un devoir moral. La société, elle a aussi cette obligation. C'est ça qui participe aussi au vivre ensemble, c'est d'apporter aux plus fragiles un soutien pour pouvoir s'en sortir et revenir sur le marché de l'emploi, mais sans être obligé de courir tous les jours pour savoir ce qu'ils vont manger le soir. Donc non, enfin, des contreparties comme on l'entend aujourd'hui, non, enfin, on peut être qu'en opposition totale avec ça, quoi. Oui, en complément de la question, parce qu'elle a posé une très grande question, Madame Moissette, c'est ce qui a été décidé, enfin, qui avait été proposé par le Conseil départemental du Haut-Rhin, par laquelle donc la ministre, Madame Marisol Touraine, a dit non à ce sujet. La question de base, et ça vient d'être dit à l'instant, que ce soit lors de la mise en place du RMI comme de la mise en place du RSA, qui était une transformation du RMI, c'était de se dire à ce moment-là, dans ce contrat d'insertion, parce que d'une façon générale, tout le monde était pour le I, dans le cadre de l'insertion sociale et professionnelle. C'était de dire qu'est-ce qu'il y aura dans ce contrat d'insertion. Et comme vous l'avez dit, qu'on a retrouvé dans la discussion du Bas-Rhin, certains donc se disaient, est-ce qu'on ne devrait pas, à ces personnes éloignées de l'emploi, ou des fois qui n'ont jamais connu l'emploi, de leur demander de faire une activité professionnelle ou autre qui entre dans le champ du non-concurrentiel, du champ de non-concurrentiel, et qui soit au service des collectivités territoriales ou des associations. L'exemple que tout le monde pensait sans le dire, c'était grosso modo, par exemple, dans les écoles, on nous dit qu'il n'y a pas assez d'ASEM, pas assez d'auxiliaires. Est-ce que ces personnes-là ne pourraient pas, par exemple, travailler 4 heures, 5 heures par semaine, enfin bref, un certain nombre d'heures auprès des collectivités locales, étant donné que d'un côté, on réclame de plus en plus d'ASEM dans les écoles, et d'autre part, des gens cherchent un travail ou comme un stage, si vous préférez, à ce sujet-là. Mais si je peux me permettre, je veux dire, il y a des expériences qui ont eu lieu, par exemple, au Canada, où en fait on s'est aperçu qu'à la fin, cette politique très rigoureuse de la contrepartie menait à ce que des emplois salariés devenaient du bénévolat, c'est-à-dire on perdait finalement des emplois. Et qu'au bout du compte, on ne pouvait pas fournir aux gens la possibilité de s'engager pour faire cet aspect, être méritant, être un citoyen. Je pense qu'à la base, c'est l'idée aussi de la citoyenneté. Ce que vous venez de dire est très juste, c'est le grand problème. C'est est-ce que tout le monde jouerait le jeu? Parce que le problème, c'est qu'ils veulent faire travailler les chômeurs, ils veulent faire travailler les jeux, mais c'est... jouer le jeu... Parce que vous pensez que le monde ne pourrait pas jouer le jeu? Ben, elle l'a dit un instant. Elle l'a dit un instant. Vous redéterminez une règle en disant c'est dans le secteur non concurrentiel. Indirectement, je prends le cas donc d'une ASEM, dans ce cas-là, si la personne, elle vient régulièrement et puis qu'elle travaille bien, le jour où, je suis Ville-de-Metz dans ce cas-là, enfin, ou autre employeur, si vous préférez, si la personne elle vient régulièrement, elle fait bien son boulot, il y a un poste qui se libère par retraite, se libère, morale de l'histoire, on se dit on va proposer à quelqu'un qui est venu régulièrement, qui a bien fait et qui cherche donc mais Monsieur Jacquat, ça c'est une goutte d'eau dans la mer. Non mais je sais bien, mais le problème, c'est qu'on est obligé de prendre des gouttes d'eau les unes à côté des autres. Mais si on en fait une loi sur un revenu universel inconditionnel, derrière... Oui, mais ça, vous ne l'aurez pas. C'est la question de base. Avec le contexte de la crise économique donc existant actuellement et le temps de mettre en place ceci, ça durera, je dirais, quelques dizaines d'années, au moins une dizaine d'années. Je prends l'exemple des retraites, par exemple. On sait que si on change de système, il faut entre 7 et 10 ans pour le faire. Les Suédois donc l'ont fait auparavant. Dans le cas du travail, c'est exactement la même chose. Or, les personnes, les gens, ils veulent un travail aujourd'hui. Ce n'est pas demain et après-demain. Et tout à l'heure, quand je vous citais l'exemple de la permanence emploi qui existait sur le quartier de Metz-Borny, l'avantage, c'est qu'il y avait une prise en main personne par personne. Personne par personne. Donc il y a un boulot, et tout à l'heure on parlait de moyens, il y a des moyens qui doivent être mis en place pour accompagner ces politiques sociales des personnes. Il y a un coût, mais il faut savoir, est-ce qu'on veut procurer un emploi aux gens
oui ou non, dans un contexte extrêmement difficile. Est-ce qu'on veut des politiques à long terme ou est-ce qu'on veut des politiques à court terme? Parce que je pense que les actions d'aide aux personnes, elles sont souvent trop courtes pour que les gens aient le temps de pouvoir réellement s'en servir. Alors, très rapidement, long terme ou à court terme? Je ne vais pas faire marcher le détecteur de mensonges à ce Il y a sujet-là, une question. mais parce que je vais être obligé de faire un peu de politique politicienne. Alors là... Il faut voir l'environnement. Il faut voir l'environnement. Et je pense, ça c'est l'expérience politique qui vous le dit, qu'il y a un traitement statistique du chômage qui se fait, malheureusement. Alors nous allons repartir dans le public. Il n'a pas marché, donc j'ai dit la vérité. Pour rebondir sur les éléments statistiques, parce qu'effectivement, et on le voit dans les différentes instances auxquelles on participe, on comptabilise des quantités et pas des qualités. On l'a vu d'ailleurs par rapport au contrat aidé, où il pourrait être jusqu'à 2 ans, mais beaucoup les font sur 1 an parce qu'ils le font comme ça 2 fois, puis ça compte double. Alors que si on est déjà assuré sur son avenir sur 2 ans, c'est quand même différent que si on est assuré que sur 1 an. Donc ça, c'est effectivement, et au niveau politique, l'enchaînement des élections fait que l'idée, ça serait d'avoir une vision politique à long terme, sauf que les politiques, mais là c'est le système aussi démocratique, donc je ne vais même pas critiquer, font qu'ils cherchent des résultats à court terme, avec des indicateurs à court terme. Après, il y a un autre point par rapport justement aux contreparties, je reviens pas sur le fait que non, le bénévolat, il n'y a pas de contrepartie et de solidarité. Je trouve qu'il y a une expérimentation intéressante, mais là, il faudrait que vous invitiez la prochaine fois quelqu'un d'ATD Carmonde pour l'expliquer. Mais c'est le territoire zéro chômage. Je crois d'ailleurs que c'était validé quasi à l'unanimité à l'Assemblée, où justement, le chômage ayant un coût, c'est de reprendre ce coût et de permettre par le biais là de création d'emplois de financer des emplois, quoi. Donc ça, je trouve que le système là est intéressant. Alors bon, ça va se mettre en place seulement maintenant, donc il faudra voir, mais là c'est déjà plus intéressant et on est bien sur l'emploi. Ok, alors dans le public, il y a une question, oui. S'il vous plaît, Sidney, j'écoutais très bien l'histoire de l'RMI, de l'RCA, de l'expérience du Canada, mais le thème c'est précarité et travail. Oui. Alors, ma question c'est, aujourd'hui nous sommes en el boom de la transformation du code de travail. J'aimerais écouter si en votre agenda se va parler de ça. Ça m'intéresse beaucoup. Aller vers une réforme de la loi du travail, est-ce que vous pensez que cela pourrait apporter des solutions face à tous les maux que vivent les Français? Syndicat. On commence par monsieur Didier Juncker. Aujourd'hui, déjà, le projet de loi qui est présenté, on est opposé au projet de loi. Voilà, il y a des avancées dedans. C'est comme toujours ces derniers temps, c'est souvent des textes un peu fourre-tout, où on trouve des choses positives et des choses négatives. Et donc là, par contre, il y a des choses qui sont vraiment bloquantes pour nous, et donc ça ne nous va pas. Alors après, est-ce que ça peut apporter... aujourd'hui, on essaie de faire... le projet de loi, il est plutôt dans la flexibilité que dans la sécurisation des travailleurs. Mais là, on est sur les travailleurs. Sauf que, aujourd'hui, un employeur, il n'embauche pas. Alors peut-être qu'à la marge, ça peut jouer sur le fait que s'il avait plus de souplesse dans la possibilité de licencier, il embaucherait plus. Aujourd'hui, pourquoi il n'embauche pas? Parce que le carnet de commandes, il n'est pas rempli. Je veux dire... D'ailleurs, avant la crise, le Code du travail était encore moins allégé qu'il l'est déjà aujourd'hui. Ça n'empêchait pas d'embaucher. À partir du moment où il y a des carnets de commandes qui se remplissent, les gens embauchent. Voilà. Aujourd'hui, on veut nous faire croire que c'est parce que les règles sont trop strictes et que l'employeur est trop verrouillé que c'est pour ça qu'il n'embauche pas. Bon, je vais revenir. Il y a eu un pacte de responsabilité où il y a eu près de 50 milliards qui ont été donnés. Normalement avec des contreparties, si on fait le bilan aujourd'hui, d'ailleurs il a été fait je crois il n'y a pas longtemps là, enfin, mais il y a des endroits, je me souviens de M. Gattaz avec son PINS, là, 1 million d'emplois, on peut les chercher les 1 million d'emplois, sinon on ne serait pas avec un nombre de chômeurs comme on a aujourd'hui. Donc l'idée c'était justement d'embaucher, mais c'était aussi d'éviter les licenciements et d'aller sur de la formation, parce que ça aussi, ça peut sortir les gens de la précarité, la formation. Alors il y a des choses qui ont avancé d'ailleurs au niveau formation. Il va y avoir, alors franchement moi la formation, quand j'ai commencé dedans et encore maintenant, ça fait 2 ans que je m'y intéresse, c'est encore une usine à gaz. Pour s'y retrouver dans la jungle de la formation pro, c'est compliqué. Mais je prends l'exemple du conseil en évolution professionnelle qui maintenant va être obligatoire. Ça veut dire que l'employeur à un moment donné, je crois que c'est au bout de 6 ans, il y a un entretien tous les ans, puis au bout de 6 ans on regarde où on est. S'il n'y a pas eu de formation qualifiante, ou s'il n'y a pas eu d'évolution de salaire, et le 3e critère me sort de la tête, ils font au moins 2 des 3,
il y a une pénalité vis-à-vis de l'employeur par rapport à la formation, parce que c'est un moyen aussi de sortir du SMIC, la formation. Et là, il y a des choses à faire, sauf qu'aujourd'hui, on voit aussi les 500 000 formations. C'est bien, maintenant on attend de voir concrètement comment ça va se faire. Hein. Parce qu'on voit déjà les difficultés. Il y a le contrat de sécurisation professionnelle à Pôle emploi, on a eu des éléments, puisque je dis syndicalement on participe à des instances là-dedans. Alors c'est censé, alors ça couvre mieux en indemnité chômage, et puis il y a un projet à construire avec de la formation. Et finalement on se rend compte qu'à la fin il y a 10% ou il y a 15% des gens qui sortent avec un emploi au bout de l'année. Donc on a demandé quand même des éléments complémentaires, c'est déjà voir si déjà les 15% là c'est des gens qui ont suivi une formation, parce que non ils n'en ont pas suivi. Et puis le deuxième point c'est peut-être d'aller regarder 6 mois encore plus loin, mais là vous voyez c'est quand je dis les statistiques. La donnée, c'est au bout d'un an, mais peut-être que la personne n'a pas trouvé pile au bout d'un an, mais 6 mois après. Parce qu'aujourd'hui, ça veut dire qu'on affecte de l'argent sur un dispositif. On peut se poser la question sur... Je dis pas que... Alors le système est très bien, parce que quand même, en indemnisation chômage, c'est important. Mais si la finalité de tous les systèmes qui sont créés, c'est pas d'être bien indemnisé pendant le chômage, ça c'est un préalable, mais c'est de revenir à un emploi derrière, quoi. C'est ça cette finalité. Si c'est juste décalé dans le temps, le fait où la personne va se retrouver là dans une précarité parce qu'au bout d'un an, l'indemnisation elle n'est plus au même stade, ça n'aura servi à rien. Monsieur Diaka. Oui, mais dans la question qui a été posée et qui devrait donc être discutée prochainement à l'Assemblée nationale et dans ma commission plus particulièrement, bon, j'avoue que je suis surpris par une chose déjà. Le gouvernement de gauche ne propose pas un texte de gauche. Hein. Ça, c'est clair et net à ce sujet. Bon, ce qui compte dans la politique sociale, dans la politique de l'emploi, ce n'est pas une politique de gauche, ce n'est pas une politique de droite. Pourtant, c'est une politique pour l'emploi. Les gens, on ne leur demande jamais leur étiquette politique, recherchent un emploi, comment peut-on y arriver? Cela a été dit à l'instant. Je crois qu'il faut jouer sur deux mots clés. D'une part, pour l'employeur, il peut avoir 1 ou 2 employés, comme il peut en avoir des dizaines, des centaines ou des milliers. Une flexibilité donc existante, flexibilité qui fait qu'il ne se dit pas « j'embauche quelqu'un en CDI, mais je ne sais pas si je pourrais le garder dans 2 ou 3 ans ». Comme les règles sont très strictes, à partir du moment où ils veulent se séparer donc de quelqu'un, dans ce cas-là, il dit « je n'embauche pas ». C'est comme ça, d'une façon générale. De l'autre côté, cela a été dit donc également, c'est la sécurité pour la personne qui recherche un emploi, qui a un emploi, qu'elle ne soit pas un Kleenex, si vous préférez, qu'on ne la jette pas le jour où on ne la veut plus. Il y a à jouer là-dessus avec, entre les deux, les CDD, on le sait très bien, je vois surtout dans les usines qui emploient beaucoup de gens, il y a des CDI, et puis de temps en temps de l'automobile en particulier, donc des CDD qui sont là aussi bien pour les surcharges de travail qu'au d'autre part aussi sur ce risque en se disant est-ce que j'aurai du travail toujours pour ces personnes en CDI chez moi. Donc ils passent par la phase donc CDD en espérant, ils le font pour certains, des CDD deviennent des CDI dans un deuxième temps. Donc le texte tel qu'il est proposé, mais il y a plein de choses, va arriver à l'Assemblée nationale. Alors, chacun va venir avec ses arguments. Moi, je sais, par exemple, dans le cadre de vouloir défendre l'emploi, quand j'étais jeune parlementaire, on nous a présenté un texte en disant si vous votez l'autorisation administrative de licenciement, il y aura 600 000 créations d'emplois. J'ai voté le texte, donc, à l'époque. Il y a eu, j'allais dire 0, ou très peu de création d'emplois à ce moment-là. On s'est fait rouler par ceux qui ont proposé le texte. Donc je me méfie toujours, et ce qu'il faut, c'est une discussion avec les syndicats, avec les élus, quelle que soit leur tendance politique, avec toutes les personnes responsables, pour savoir quel est le meilleur type d'emploi pour les personnes. On crée de l'emploi, mais il ne faut pas qu'elles se retrouvent au chômage quelque temps après. Alors ce qu'il faut ici à Metz, place d'Armes, on est à 25 km à vol d'oiseau de l'Allemagne. Hein. En Allemagne, ils créent des emplois où ils ont moins de chômage, et indirectement chez nous en France, on a moins d'emplois et directement on a plus de chômage. Il y a quelque chose qui ne colle pas, il n'y a pas beaucoup de différence entre la société allemande et la société française. Alors il y a des blocages,
ça situe des blocages administratifs et autres. Et il n'y a pas que des bons patrons et des mauvais patrons, il n'y a pas que des bons employés ou de mauvais employés, il y a des patrons, il y a des personnes, il y a des règles qu'on doit mettre en place, et on doit penser à une chose, quelles sont les règles qu'on doit mettre en place pour que les personnes puissent avoir l'emploi qu'elles veulent. D'accord. Ce sont des questions qui vous interpellent. Alors, oui, est-ce que vous croyez vraiment que les patrons ont peur d'employer, d'embaucher à cause du Code du travail? Oui. Je vous dis. Vous pensez oui. Vraiment? Oui. Alors, le Borny Buzz Café... Pas tous, mais pas tous. Mais s'il n'y a pas de travail, s'il n'y a pas de carnet de commandes comme ça. Non, mais oui. ce qu'il dit est très juste sur le carnet de commandes. Mais même, je mettrai dans ce que je vous dis, je parle où il y a une possibilité d'embauche. Quand il y a le carnet de commandes, il l'a dit aussi donc également, on est dans le cadre d'une économie mondiale, hein, telle que c'est donc actuellement. Les carnets de commandes, l'entreprise qui n'a pas de carnet de commandes, elle n'embauchera pas. Je parle bien de l'entreprise qui a qui a du travail et qui a un carnet de commandes devant elle. Eh bien, vous avez des entreprises qui, pour des raisons diverses, ne souhaitent pas ou ne veulent pas embaucher car ils se disent « je vais avoir des difficultés par mois ». C'est ça qui est extrêmement grave. Et ça revient... Mais c'est divers. On va repartir. C'est là où on peut noter une divergence. Oui, non, mais ça, c'est pas méchant. On va aller dans le public tout en rappelant que le Borny Buzz Café, effectivement, donne cette possibilité aux citoyens de vous poser des questions. C'est ça le principe et la nature de cette émission. Et nous rappelons aussi que l'État devrait être une continuité. Donc, que ce soit une politique de gauche ou de droite, étant donné que ce sont des questions sensibles pour les Français, mais on ne voit pas la politique de gauche, on ne voit pas la politique de droite. On veut aller vers le résultat qui peut intéresser et satisfaire la vie des citoyens français. Nous allons repartir dans le public pour une question avant que M. Sémile me pose la question. Oui, allez-y. S'il vous plaît, en tant qu'association, nous sommes le Centre culturel amical de Metz et il y a un problème par rapport à la salariée. Pas en l'association, sinon par rapport à les charges. Je me demande si en cette science, c'est prévu parler de les charges des salariés aussi. Parce que c'est 1 000 euros, par exemple, que paye notre association chaque mois pour les charges. Alors, il y a un problème de charges dans les associations. Et elle prend l'exemple de l'association la CCAM qui paye 1 000 euros de charges. Et ça ne permet pas à l'association de bien travailler. Là, après, ça dépend du niveau de salaire net que perçoit la personne. Il y a plein de choses dedans. Il y a des allègements de charges qui sont faites, mais d'ailleurs, on se rend compte aussi que c'est des trappes à bas salaire, les allègements de charges, à un moment donné. Si on les maintient, par exemple, que sur le SMIC, d'ailleurs, nous, on défendait aussi l'idée, à un moment donné, que les allègements de charges soient liés à des progressions salariales et en qualification dans les structures, pour justement éviter que les gens restent sur le SMIC. Après, ben voilà, à un moment donné, il y a des effets de seuil aussi, puis à un moment donné, quand on atteint certains niveaux de salaire, il y a les charges. En même temps, les charges, c'est ce qui permet aussi le vivre ensemble. Parce que les charges, c'est les charges sociales, c'est ce qui permet de financer la sécurité. On cotise pour nos retraites, on cotise pour la sécurité sociale en tant que salarié. Mais si vous regardez la fiche de salaire et regardez les cotisations employeurs, si on les enlève, ça posera un vrai problème à un moment donné pour financer ces systèmes. Donc, on ne peut pas enlever les charges. Après, c'est essayer de rechercher. Alors là, on est aussi dans une jungle parce que des associations, il y a des aides qui existent aussi et il y a des financements. Alors, le problème, c'est que vous avez des financements régionaux, départementaux, nationaux, jeunesse et sport, ceci, cela. Il faut aller les chercher. Hein. Et là, il faut commencer à être un expert dans la réglementation. C'est ça qui est compliqué aussi, quoi. Mais on peut pas se passer de charges. D'ailleurs, ça renvoie, il n'y a pas eu de question là-dessus encore, mais on pourra peut-être en parler après, quand on parle d'ubérisation de la société, avec ce qui se développe et qui fait qu'il y a des tas de gens qui travaillent aujourd'hui sans que ça soit vraiment des emplois, sans qu'ils soient protégés, parce qu'ils sont un peu leurs propres employeurs, mais aussi derrière sans qu'il y ait de charges payées par rapport à un travail fourni, ça pose aussi un problème. Et là, on est bien dans le vivre ensemble par rapport à ça. Alors, monsieur Yorick, en fait, pour rebondir un petit peu sur la formation, en fait, les moyens qui sont mis en place, surtout que vous siégez au niveau de Pôle emploi, parce que les gens qui sont chercheurs d'emploi,
Là, il y a une question qui a été posée, mais je pense que la réponse n'est pas assez claire. Au niveau de formation, pour former les gens mieux, pour qu'ils puissent trouver un travail un peu plus facilement, est-ce qu'au niveau des financements de l'État ou financement de mise en place, est-ce qu'on ne peut pas améliorer? Ou alors, au niveau de ce syndicat, est-ce que vous avez déjà fait une demande, est-ce qu'il y a un travail à faire dessus, que les gens qui sont chercheurs de travail, on peut les former mieux, on peut financer leur financement pour pouvoir être beaucoup plus productifs par la suite? Alors, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, hein. C'est une usine à gaz, la formation professionnelle. Hein. Comment nous, on va comprendre? Non, mais c'est impossible pour moi à comprendre. Impossible n'est pas français, là, pour le coup, sur la formation pro. C'est impossible. Mais moi, j'avais... Et l'appareil est déréglé, là. Non, il n'est pas déréglé. Non, mais moi, quand j'ai dit tout à l'heure... Non, mais après, je prends l'exemple. Moi, j'étais dans ceux qui avaient demandé à un moment donné, dans une commission, de faire venir des gens, par exemple, d'une mission locale et de la région. Parce qu'une mission locale, ils ont plus de 10 dispositifs. J'ai dit, mais comment vous faites pour vous y retrouver? Et selon la personne que vous avez en face, quel dispositif vous proposez? Mais c'est hyper compliqué parce que du coup, les dispositifs, ça dépend aussi des financements qu'ils ont et donc d'indicateurs à renseigner. C'est-à-dire que s'ils veulent garder le financement de la région, il faut qu'ils mettent un certain nombre de gens qui viennent les voir dans les dispositifs régionaux. S'ils veulent des fonds de la communauté de communes. Donc c'est hyper compliqué. La formation continue, elle est indispensable. Quelqu'un qui ne fait pas de formation continue est sûr un jour de se retrouver devant une impasse. Merci. Ça, c'est le temps. Et puis j'insiste un point, ça permet de gagner plus d'argent. Oui, c'est vrai. Merci beaucoup, Monsieur Denis Diaka. Nous avons été très heureux de vous compter parmi nos invités. Et Didier aussi. Et Monsieur Didier Drucker également. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors, le Borny Buzz Café est ouvert à vous et à tous les citoyens, à tous les habitants des quartiers. La possibilité nous est donnée d'être en contact avec des élus, de poser des questions sur des sujets qui sont très sensibles et des sujets qui font aussi l'honneur de la France. Merci Monsieur Semil Yohouk, merci Madame Annie Moisset et merci à tous nos invités, tout le public. Nous vous retrouvons dans quelques mois dans un autre numéro avec un autre sujet. Au revoir. Il faut féliciter l'animateur, il était bon. Jazz frightens people. Jazz frightens people. I asked for years. It hasn't come yet, but I know it will come. C'est important d'être en discussion avec les hommes politiques parce que c'est eux qui font les lois. Mais ça fait partie du quotidien, je dirais, de militants syndicaux. Mais le plus important, effectivement, c'est d'être en relation avec le public. Parce que c'est pareil, on est là pour porter ce que veulent les salariés, ce que veulent les travailleurs, ce que veulent les citoyens d'une manière plus large. Si on est déconnecté, je veux dire, ça s'appelle du syndicalisme hors sol. Après, on peut se dire, c'est que 3 concerts, mais certainement pas les bonnes causes. Donc, voilà. Je suis venu pour écouter, répondre, écouter, et j'ai trouvé que c'était très bien. Très sincèrement, j'ai l'habitude d'interviews, de colloques, de congrès, et j'ai trouvé que c'était d'un excellent niveau. Comment demain, peut-être, là aussi, on réinterroge des pratiques, des manières de faire dans l'accueil de l'autre. C'est filmé en plus, oui. The rehearsals, we just show up. If I have a new song, God help me if I got it in the right key or not.